Moi, ce que j'aime du fait de plonger ici, j'ai encore l'impression, et c'est rare sur cette planète-ci, d'être un explorateur, un découvreur. Il n'y a personne qui plonge ici. C'est ce qui m'allume le plus, mais c'est un milieu de vie qui est ultra riche. Les baleines, ils viennent manger ici l'été parce que ça figure parmi les eaux les plus riches au monde. Tu as des grands bancs de poissons, tu as du plancton, tu as du phytoplancton. La vie est ultra riche. Alors, tu sais, quand tu descends au fond, il y a plein de trucs à voir. C'est le plus beau fond que j'ai vu de ma vie. Tu n'as pas besoin de faire de grandes distances. Les animaux sont tous à peu près en dessous du bateau. Alors, c'est vraiment pour l'observation, pour la photo sous-marine, c'est vraiment un des plus beaux endroits. Puis c'est pour ça que c'est mon endroit chouchou de plongée au monde. Là. À 112 décibels, du coup, mes voisins maintenant Dans ton rack? non, couche-les, on est rien que deux. Baie-Comeau, c'est unique au Québec parce que les sites sont quasi vierges. Moi, je n'amène pas de plongeurs débutants parce qu'il faut protéger ces sites-là. C'est ultra fragile. Tous les plongeurs sont des écologistes dans l'âme. Mais tu sais, on a toujours un impact, quoi qu'on fasse, sur la nature quand on pratique une activité. Les plongeurs ont un impact négatif sur les animaux. C'est pour ça qu'il ne faut pas rester trop longtemps au même endroit. Puis il faut avoir une bonne flottabilité pour rester assez loin du fond pour pas blesser les animaux. La photo animalière, c'est un impact négatif sur les animaux. On dérange. Moi, j'ai toujours le bilan. La photo que je vais faire pour l'espèce, est-ce qu'elle est plus rentable que le dérangement que je vais avoir provoqué avec ma photographie? Mais c'est pour ça qu'ici, il faut faire vraiment attention, parce que c'est des sites qui sont vierges. Je pense pas que je vais avoir besoin d'une double épaisseur de gants. De l'eau à sèche, je pourrais plonger un humain. Pour plonger dans le Saint-Laurent, c'est pas pareil sur la rive nord que la rive sud. C'est sûr que si tu vas plonger à Percé, l'île Bonaventure, tu peux y aller en wetsuit. L'eau va être plus autour de 8-9 degrés. Ça se fait bien avec une combinaison humide. Ici, dans les conditions normales, on a de l'eau la température de l'eau, ça va être 0,4 degrés. Alors, c'est vraiment, mais vraiment plus agréable en combinaison étanche, en dry suit pour le dire en latin. Surtout que, tu sais, souvent les gens ils me disent « Ah, mais là, moi, Patrick, je suis capable d'aller avec moi avec toi en wetsuit, je plonge en wetsuit aux Escoumins. » Ils disent « Ouais, mais la différence entre les Escoumins et avec moi, c'est que moi, tu vas avoir à peu près 1h30 de bateau à faire. Tu vas passer la journée au complet en mer. Aux Escoumins, tu vas remonter, tu as une cabane, il y a des douches, il y a tout, tu vas pouvoir te réchauffer entre tes deux plongées. Ça fait quand même une grosse différence. » Je vais avoir l'impression que c'est pas ça. Je veux pas te décevoir. Ouais, finalement.
Ici, c'est vraiment de se concentrer sur le benthique, les animaux qui sont accrochés au fond. On a des super belles étoiles de mer, des super belles anémones. Tu vas voir des petits poissons, ils vont tout être cachés dans les trous. Même dans le jour, les morues, ça va être caché dans les roches, les sébastes, tout ça. Tu pourrais rester sur 1 mètre carré pour toute ta plongée, puis tu n'aurais pas vu tout ce qu'il y avait à voir parce qu'il y a tellement de petites créatures, de petits animaux sur une petite superficie que tu n'as pas besoin de faire de la grande distance puis de te promener. Puis, en fait, quand tu fais ça, tu passes à côté de plein d'animaux. On part en mer pour deux plongées par jour. On revient autour de 15 heures. On s'immerge environ 45 minutes, je dirais. Alors, il y a beaucoup de temps qui se passe dans le bateau. Alors, je raconte des histoires, des anecdotes. Et puis, quand c'est le temps de manger, bien, je me promène puis j'essaie de trouver les animaux qu'on a à la surface. Ici, on a notre trio qui est on est pratiquement assuré de voir phoque gris, marsouin commun, petit rorqual. Puis après ça, bien là, quand on tombe dans les autres espèces, c'est le bonus. La baleine à bosse, qui est quand même assez, on la voit fréquemment ici. Le rorqual commun, si on est super chanceux. Phoque commun, un petit peu aussi. Je regarde aussi les oiseaux marins, là, les aigles à tête blanche, puis des trucs comme ça. Puis quand on revient ici, bien, les clients sont de retour à leur voiture. Moi, je passe des semaines et je remplis ça. Sur le fond, souvent, les poissons ont développé des stratégies dites de camouflage. Les Mitryptère atlantique qui a décidé, lui, que dans la vie, il allait ressembler d'une roche avec des algues. Mais si tu passes vite à côté, tu le verras pas. La nuit, dans le Saint-Laurent, on a un phénomène qui s'appelle la migration verticale du krill. Le krill va remonter vers la surface durant la nuit. Puis ça envoie un signal à peu près à tout le monde dans l'eau que c'est le temps de manger. C'est beaucoup plus actif la nuit que le jour. Le jour, c'est comme l'entre-deux-guerres. La plongée la plus mémorable, c'est parce que ça m'a pris comme 15 ans à réussir ça. Tu sais, moi, j'avais l'objectif de réussir un jour une photo de baleine dans le Saint-Laurent. J'étais en train d'explorer le fond, puis j'ai juste senti comme une masse qui s'en venait vers moi. Je me suis levé à la tête, il y avait une baleine à bosse qui s'en venait en plein dans ma face, puis elle m'a survolé. Puis c'est une baleine, moi, c'est ma baleine préférée, la baleine à bosse, parce qu'elle interagit avec les bateaux. C'est une baleine qui est curieuse. Fait que là, quand elle a vu cette espèce de phoque-là qui a une lumière, elle s'est juste tournée, puis elle m'a regardé avec son œil, elle m'a passé juste au-dessus. Elle a continué son chemin, puis j'ai réussi la photo. Ça faisait 15 ans que j'essayais. Donc ça, c'est sûr que quand je vais être vieux, m'en raconter encore cette histoire-là. Le plus effrayant avec les changements climatiques, les bouleversements climatiques, c'est qu'on ne sait pas vraiment ce que ça va faire. Fait que, tu sais, ils nous disent, on a tous vu passer les pronostics. Là, ça devrait être dans tant d'années, puis là, ça va vraiment plus vite que ce qu'on pensait. Tu sais, moi, cette année, l'eau était ultra chaude. J'ai presque jamais eu d'eau froide, là, à un point tel que, tu sais, je commençais à voir les anémones qui avaient le caquet-bas. Tu sais, c'est des animaux qui ne peuvent pas vivre à 12, 13 tout le temps. Là. Tu sais, on parle souvent des eaux chaudes dans le monde qui tuent les récifs coralliens, mais tu sais, dans les eaux froides comme ici, c'est pas bon non plus. Là. Moi, cette année, j'ai passé un mois de juillet sans poisson. Ça m'était jamais arrivé parce qu'il faut savoir que dans le Saint-Laurent, les poissons, l'hiver, ils descendent parce que l'eau est plus chaude au fond qu'à la surface l'hiver. Puis au printemps, ils vont remonter. Ils vont remonter parce que tout le monde est rendu là, puis c'est le temps de s'alimenter. Cette année, j'avais pas de poisson. Le recommencement du buffet, c'est l'éclosion des lançons puis l'arrivée du caplan.
Caplan, il n'a presque pas frayé cette année. Les bouleversements climatiques, les biologistes me disent qu'ils commencent à appréhender que le Caplan va plutôt aller frayer vers le Labrador. Ça, ici, c'est le poisson au fourrage, le lançon, le Caplan, le hareng qu'on a tout pêché, qu'on a scrappé comme des irresponsables. C'est super important parce que les autres poissons, les autres espèces mangent ça. Fait que cette année, tout était en retard, tout était décalé. Les baleines n'arrivaient pas. Je parlais avec le directeur à Percé. Les phoques n'étaient pas arrivés à l'île Bonaventure. C'est leur pain et leur beurre, les phoques, à l'île Bonaventure. On était au moins 1 mois et demi en retard. Ici, c'était une place où on avait beaucoup de crabes des neiges. Le crabe des neiges, la crevette nordique, qui aime des eaux vraiment froides. Et là, nous, à Baie-Comeau, ce qui est en train de prendre la place de ces animaux-là, c'est les homards qui sont arrivés massivement. Il faut savoir aussi, et là, je refais un lien avec la plongée de nuit, mais quand tu plonges la nuit et tu vois les homards qui ça mange en tabarouette. Là, ça mange des concombres de mer, ça mange. C'est en train de faire une razzia dans le fond de l'eau. Ça fait que c'est sûr que quand tu te ramasses avec des perturbations dans les populations animales, bien, ça va s'équilibrer à un moment donné. Là. Mais là, l'arrivée massive, elle a un impact. Là. Fait que c'est sûr que ça, c'est bon, puis c'est pas bon. C'est bon. Moi, je pense à mon petit gars, puis je pense à tous ceux qui vont venir après. Ça, c'est un joyau, c'est un trésor, il faut faire attention. Puis les bouleversements climatiques modifient les courants océaniques. Alors ici, ce qui faisait la richesse de ces eaux-là, c'est le courant du Labrador qui rentrait puissamment dans l'estuaire, qui nous amenait une eau froide et bien oxygénée. Là, c'est plus le Gulf Stream qui est en train de prendre le pas. Le courant du Labrador rentre moins. Donc, on a un grave problème d'hypoxie dans le Saint-Laurent, à un point tel que là, il y a un rapport qui vient de sortir, puis j'ose espérer que c'est pas vraiment tout vrai, là, mais Mouchi, qui est un scientifique qui s'occupe de l'hypoxie dans le Saint-Laurent à l'Université de Montréal, si je ne m'abuse, les tests qui ont sorti, c'est qu'il n'y aurait plus de vie en bas de 150 mètres dans l'estuaire. On est sur la branche puis on la coupe. Là. On a des taux historiques de CO2 dans l'atmosphère. Donc, il faut qu'il soit capté par quelque chose. Les forêts qu'on coupe. Puis là, ce qui arrive avec le CO2, quand il est en trop grande quantité, il est capté par les océans puis il est transformé en acide carbonique. Fait que là, l'acide carbonique, lui, il acidifie les eaux puis ça s'attaque aux exosquelettes. Fait que là, tout ce qui s'appelle zooplancton, c'est frappé de plein fouet par ce phénomène-là. Tu sais, quand tu t'attaques au plancton, là, c'est parce que c'est comme la base de la vie sur Terre. Là. Puis dans le golfe Saint-Laurent, depuis 10 ans, on a perdu entre 30 et 50 % de phytoplancton. Fait que tantôt, tu me demandais qu'est-ce que je vois comme impact. Moi, mes photos d'aujourd'hui versus il y a 10-15 ans sont bien plus claires aujourd'hui. Pas parce que je suis meilleur, il y a moins de plancton. J'espère que les prochaines générations vont pouvoir aussi voir ça, voir aussi des belugas dans le Saint-Laurent, voir aussi des thons, voir aussi toutes ces beautés-là. Puis le Québec possède parmi les derniers écosystèmes à peu près sauvages de la planète. On n'a pas le droit de toujours les aborder d'une façon à faire de l'argent. À un moment donné, il faut être capable de se dire ça, c'est beau, puis ça peut rester beau sans qu'on l'exploite. Fait que moi, je voudrais que ici, on est dans une réserve mondiale de l'UNESCO. Hein? Fait que moi, je voudrais qu'enfin, on protège beaucoup mieux le Saint-Laurent et beaucoup mieux la taïga. Ils sont ensemble. La taïga, on l'a vu brûler. Il faut faire attention à tout ça, c'est précieux. Puis pour l'avenir du monde, pas juste nous. On a une responsabilité mondiale par rapport à ça parce que la planète a besoin de ça en santé.